Bonsoir à tous, moi je suis Jean Véra, je suis l'animateur de ce webinaire. Un webinaire qui, dès le début de la concertation, en fait, n'avait pas de thème directement attitré et qui va parler de gouvernance et de modèle économique. Et je vais laisser très rapidement la parole justement à Manuel Bonnier. D'abord, peut-être au garant pour expliquer un peu la logique qui était celle de laisser une case libre en fait pour un webinaire. Et puis ensuite, justement, Manuel Bonnier prendra la parole pour expliquer pourquoi le choix de ce thème de gouvernance et de modèle économique. Mesdames, Monsieur le Garant, je laisse la parole peut-être à l'un d'entre vous pour expliquer comment est-ce que l'on a réfléchi à ce webinaire complémentaire. Merci, Monsieur Vera. Donc, oui, effectivement, quand on a réfléchi ensemble à monter cette concertation, les thèmes étaient tellement vastes, l'espace était tellement vaste que on s'était dit qu'il c'était bien de réserver un temps sans trop finaliser la thématique et que on pourrait l'adapter au fur et à mesure, ou en tout cas l'identifier au fur et à mesure que les questions allaient émerger dans le cadre de la concertation, ce qui a été le cas, et d'un commun accord, on est tombé sur la question de cette économie qui est derrière ce projet, à la fois l'économie du projet, l'opportunité économique liée à la fois au marché de l'hydrogène, aux investissements à réaliser, à la rentabilité quelque part de ce projet, mais aussi à une échelle plus vaste de l'ensemble des coûts induits par ce projet, qu'il soit en France ou en Espagne. Et donc, on a essayé de demander au maître d'ouvrage de clarifier autant que faire se peut, de donner autant que faire se peut des informations les plus complètes possibles, à date, hein, bien sûr, puisque les informations ne sont pas toujours disponibles, mais sur les incertitudes, sur ce qui va peser finalement dans la décision du point de vue de sa gouvernance économique. Voilà, donc c'est un peu sur ce quoi on s'est mis d'accord. Je vais fermer la porte pour cause de bébé. Merci Madame Larue. Manuel, je vais partager le diaporama et puis je te laisse la parole pour lancer la présentation. Oui, merci Jean. Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce webinaire. Donc effectivement, la gouvernance et le modèle économique. Vous avez déjà bien résumé, je pense, les questions, Madame Larue, qu'on a pu avoir. Et donc, ça veut dire s'interroger, OK, sur la production de cet hydrogène renouvelable dont on affiche qu'il est produit en Espagne, parce qu'on a un projet qui est destiné à construire une canalisation sous-marine pour amener l'hydrogène renouvelable depuis l'Espagne vers la France et l'Allemagne. Des questions sur les consommateurs de cet hydrogène renouvelable, et puis les conditions économiques qui font qu'ils vont adopter cet hydrogène, ce qui interroge et ce qui vient effectivement faire qu'on a eu pas mal de questions sur les étapes de développement du projet, sur les variables externes qui peuvent jouer. Alors, donc, on vient sur ce séminaire ce soir en disant, on va prendre ces différentes questions et avec François et Youssef, on va rezoomer pour aller chercher en fait une question en particulier qui est finalement comment décidons-nous d'investir dans une infrastructure comme Barnard. Et donc, les différentes composantes qui amènent à ça, c'est ce que nous allons aborder ce soir. Et donc, juste avant, on va redire un petit mot rapide, je vais laisser François le faire sur la description du projet pour qu'on se remette tous dans le bain s'il y a des personnes parmi vous qui connaissent un petit peu moins bien, mais ça sera très macro. Et n'hésitez pas à lever la main, poser vos questions en fil de conversation, et puis Jean nous retendra le micro aussi au fur et à mesure de la présentation. Donc voilà pourquoi on zoome ce soir sur ce thème, et finalement, comment on va s'y prendre qu'est-ce qui va faire qu'on décide. François. Tout à fait. On aura deux temps en effet de questions-réponses. Donc d'abord, après avoir passé la partie sur le modèle économique, et puis ensuite, après le temps sur les critères de décision d'investissement. François, c'est à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc François Dedieu, je suis secrétaire général de la société Barmar.
Et donc voilà, qui porte le projet justement? On parlait de cette société Barmar. En fait, la société Barmar, c'est ce qu'on appelle une société projet, société créée spécifiquement pour la construction de cette canalisation et dont les 3 actionnaires sont ceux qui sont sur l'écran, à savoir Enagaz, Natran et Teréga. Donc les 3 opérateurs gaziers français et espagnols, hein, Enagaz avec 50% des parts et Natran et Teréga côté français qui se partagent les 50% restants. Donc 3 opérateurs qui ont l'expérience, qui aujourd'hui savent exploiter des réseaux de transport de gaz naturel et qui s'apprêtent à collaborer ensemble, qui ont déjà commencé à collaborer ensemble pour la construction de ce projet de transport d'hydrogène renouvelable entre l'Espagne et la France, un projet qui fait partie d'un réseau plus large qu'on appelle H2Med, d'où le logo H2Med Barmar, H2Med étant le consortium, le réseau entre Portugal, Espagne, France et qui va jusqu'à l'Allemagne, qui est composé de plusieurs segments. Alors pourquoi construire Barmar? Là, comme le disait Emmanuel en introduction, l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller approfondir un peu le sujet de l'opportunité économique. Déjà parce que les études ont montré, et plus que les études, on le verra, les études ont montré un potentiel important pour du transit. Alors comment est-ce qu'on détermine ce potentiel? C'est finalement de par un gisement important de capacité à produire de l'hydrogène renouvelable, notamment en péninsule ibérique et très particulièrement en Espagne. Et à l'inverse, côté Allemagne, à horizon 2040-2050, des besoins importants d'approvisionnement en hydrogène, notamment pour l'industrie, avec un déficit de production sur le territoire de par la géographie et de par déjà les usages concurrents. Donc naturellement, avec un gisement important de renouvelables et de production d'hydrogène renouvelable en Espagne et un besoin en Allemagne, on voit cette nécessité de créer un flux, d'où le projet Barmar. Alors si on essaye de mettre quelques chiffres peut-être sur ce projet, genre si on veut aller un peu plus loin, on voit les besoins hein, entre l'exportation et l'importation qui figuraient sur la carte. Le projet Barmar, c'est une capacité maximum jusqu'à 2 millions de tonnes par an de transit. C'est une capacité dont l'objectif est l'atteindre à moyen terme. Évidemment, dès le premier jour de l'ouverture en 2032, on n'aura pas 2 millions de tonnes. Hein, ça va se faire au gré de la production et puis de l'évolution de la demande. Néanmoins, si on le compare avec quelques chiffres, aujourd'hui, on consomme déjà 8 millions de tonnes par an d'hydrogène en Europe, qui sont presque exclusivement des consommations d'hydrogène gris, c'est-à-dire produit à partir de gaz naturel. Donc, un des objectifs du projet, ça va être déjà de remplacer cet hydrogène gris, et puis d'aller éventuellement développer des nouveaux usages, que ce soit dans les carburants de synthèse, que ce soit dans la scierie, qui peuvent finalement largement aider à décarboner l'Europe. 2 autres chiffres qui me paraissent importants, et on va y revenir. La capacité projetée d'électrolyse en Espagne à 2030, de l'ordre de 12 gigawatts, 2,5 millions de tonnes par an. 2030, c'est demain. Quand on dit capacité d'électrolyse projetée, on parle en décision d'investissement. On ne dit pas, ça ne veut pas dire qu'en 2030, ces projets seront en service, mais l'idée, c'est que les décisions d'investissement soient prises au moins d'ici cette date. Et puis, quand on regarde à un peu plus long terme, à horizon 2040, on voit un potentiel de consommation projeté le long du corridor, donc vraiment accessible autour des réseaux qui vont être construits, de l'ordre de 15 millions de tonnes par an d'hydrogène. Voilà, ça donne quelques repères chiffrés qui permettent de mettre en lumière par rapport à la capacité de la canalisation. Donc le volume, c'est bien, la quantité, mais pourquoi l'Espagne? Pourquoi aller chercher en Espagne de l'hydrogène? 2 raisons. On en a parlé, il y a déjà la capacité en volume, c'est-à-dire que l'Espagne, de par sa capacité à produire beaucoup de renouvelables, de par ses grandes étendues, a ce gisement important que d'autres pays ont moins. Et surtout, il y a un critère de compétitivité. C'est un des endroits en Europe où l'hydrogène produit, l'hydrogène renouvelable, c'est-à-dire qui correspond aux critères dits RFNBO en Europe, c'est un des lieux en Europe où l'hydrogène sera produit le moins cher. Alors comment est-ce qu'on calcule ce coût de revient? Comment est-ce qu'on peut dire à quel point l'hydrogène est moins cher et pourquoi c'est plus intéressant en Espagne qu'ailleurs? En regardant un petit peu, on a plusieurs choses qui permettent d'évaluer et de composer finalement le coût de l'hydrogène. Il y a l'investissement dans l'électrolyseur, évidemment. On construit, en tout cas, les producteurs qui viendront se raccorder au réseau
construisent des unités d'électrolyse, des installations, que ce soit en France ou en Espagne. Il y a aussi des coûts opérationnels liés à la gestion d'une usine. Mais ce qui va faire la grande différence, c'est vraiment l'électricité, c'est-à-dire la matière première qui est utilisée pour transformer l'eau en hydrogène. Cette électricité liée à un rendement qui est aujourd'hui de l'ordre de 60% et qui a vocation à s'améliorer avec les années qui viennent et l'évolution technologique. Quand on parle d'électricité, on ne peut pas regarder le coût de l'électricité indépendamment de ce qu'on appelle le taux de charge. Le taux de charge, c'est le nombre d'heures par an où va fonctionner un électrolyseur. Et pour ça, j'ai illustré avec 2 cas qui sont un peu qui sont artificiels, mais c'était pour l'illustration et pour l'exemple, mais avec des ordres de grandeur qui sont cohérents avec ce qu'on observe. Et je vais commencer par le cas de la France, qui aujourd'hui produit majoritairement de l'hydrogène dit bas carbone, grâce à son énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle est disponible tout au long de l'année. Et les projets de production d'hydrogène bas carbone français par électrolyse de l'eau peuvent fonctionner plus de 7000 heures par an. La contrepartie, c'est qu'en fonctionnement longtemps, on subit un coût de l'électricité moyen tel qu'on peut le constater sur le réseau électrique. Ce qui fait que la part de l'électricité dans le coût de production est importante. À l'inverse, comme on fonctionne beaucoup d'heures par an, le coût d'investissement, lui, est amorti sur un plus grand volume d'hydrogène. L'Espagne a une situation un peu intermédiaire, pour le coup, où on va trouver un optimum. On va trouver un optimum entre un fonctionnement exclusivement avec du renouvelable, ce qui fait qu'on sait, hein, l'éolien, qu'il soit onshore ou offshore, ou le solaire, ne permet pas forcément de travailler toute l'année. Il va y avoir des périodes dans lesquelles on aura un peu moins de soleil, un peu moins de vent. Et en moyenne, le fonctionnement peut être de l'ordre de 4000 à 4500 heures par an. Ce qui vient en contrepartie d'un coût d'électricité beaucoup plus faible. Pareil, hein, on a l'exemple du solaire, on a les coûts d'électricité solaire parmi les moins chers d'Europe. On voit des contrats et des coûts de revient de l'ordre de 20-25 euros mégawattheure pour certains parcs. Donc, un coût moindre lié à la matière première, l'électricité. Par contre, la contrepartie, c'est que comme l'investissement est réparti sur moins de production, le coût de production, lui s'en retrouve un peu plus élevé. Quand on compare les deux modèles, on voit qu'au final, c'est quand même côté espagnol qu'on arrive à avoir la meilleure compétitivité. D'autant plus que dans le futur, on saura améliorer, rendre l'investissement plus économique. C'est aussi ce qu'on a constaté avec le solaire, c'est aussi ce qu'on a constaté avec l'éolien. Avec la maturité de la filière, les coûts de production, les coûts d'investissement vont progressivement baisser. Là où le prix de l'électricité, finalement, il est assez dépendant du marché. Là, finalement, c'est l'intérêt d'aller se mettre en Espagne, c'est bénéficier aujourd'hui du coût le plus compétitif et demain des plus grandes marges d'amélioration parmi les différents pays européens. Voilà, l'idée, je ne vais pas en dire beaucoup plus sur cette partie économique, peut-être juste comparer des chiffres réels, parce que là, c'est un cas illustratif, mais la diapo que vous voyez à l'écran, c'est le résultat des enchères européennes qui ont été publiées en mai 2026 et qui donne le coût de production tel qu'il a été proposé par les différents producteurs européens, pays par pays. Donc, c'est la moyenne des producteurs, des soumissions de chaque producteur de chaque pays. Et comme vous voyez, aujourd'hui, l'Espagne est le pays qui a le coût de production affiché le plus compétitif parmi les différents pays européens qui ont participé à cette enchère européenne de l'hydrogène. Si on regarde un petit peu plus maintenant le volume, le développement de la filière, on voit que ces chiffres économiques se traduisent aussi par une dynamique de développement de projet. Alors, on a pu suivre dans la presse quelques décisions d'investissement. Pour en citer une, les Espagnols de chez Muebe, donc une très grande entreprise espagnole, ont annoncé une décision d'investissement pour construire 300 MW extensible à 400 il y a quelques semaines. Repsol a aussi annoncé 2 projets de 100 MW en début d'année. Mais voilà, ce sont que des exemples et aujourd'hui, on voit tout un portefeuille de projets qui se développe dans tout le pays. La carte que vous voyez là est disponible en ligne. Elle recense des projets qui se sont déclarés sur la plateforme et qui sont publics. Il en existe bien sûr d'autres, avec des projets un peu de toutes les tailles et répartis sur tout le territoire, avec parfois des très grands projets localisés ou d'autres un peu plus répartis. Donc on voit un peu une dynamique
que l'on n'observe pas forcément dans les autres pays. Donc c'est à la fois cette dynamique et la compétitivité qui ont fait naître cette infrastructure, ce projet. Si on regarde un petit peu sur la slide suivante comment elle s'intègre et comment Barmar s'intègre dans le réseau européen, finalement le corridor qui acheminera l'hydrogène depuis le Portugal, l'Espagne jusqu'à l'Allemagne a ce segment clé qui vient interconnecter les deux pays avec des coûts de production, comme on l'a vu, qui sont plus faibles en Espagne qu'en France. Et la différence de coûts de production justifie largement de mettre une infrastructure, en plus des volumes et de la capacité de l'Espagne à produire beaucoup d'hydrogène. Si on regarde un petit peu plus ce qui se passe à l'arrivée à Fos, donc au niveau de Marseille, Barmar va venir s'interconnecter avec les différents réseaux en France. Donc il viendra collecter côté espagnol l'hydrogène. Et arrivé en France, il viendra à la fois remonter vers la région lyonnaise et le nord de la France pour atteindre l'Allemagne avec ce qu'on appelle Hyphen, qui est la connexion vers l'industrie française et allemande, mais aussi à l'est vers Inframed, parce que c'est Inframed, cette infrastructure locale d'hydrogène qui va relier tous les consommateurs et les producteurs de la zone de Fos-sur-Mer. Vous savez que c'est un très grand bassin industriel français. Et puis côté ouest, deux infrastructures ISO et MIDI qui vont permettre notamment d'aller se connecter à des stockages souterrains, indispensables pour amener la flexibilité du stockage au système, et puis à éventuellement d'autres productions et d'autres consommations dans la zone. Donc voilà un petit peu pour le lien et le rôle de Barmar. Avant de passer sur des focus plus régulatoires, peut-être un dernier mot sur, on va dire, le lien entre producteurs, consommateurs, expéditeurs, finalement tous ces différents acteurs qui vont rentrer en jeu. On en a parlé très rapidement. Barmar, aujourd'hui, a pour objectif de connecter des producteurs et des consommateurs, mais ça reste un opérateur de réseau. Et en tant qu'opérateur de réseau, il est soumis à un certain nombre de règles et à une régulation particulière. Mais pour ça, je vais passer la main. Je vois que Jean est en train de rafficher les slides à l'écran. Je vais passer la main pour cette partie, on va dire, un peu plus réglementaire, d'expliquer dans quel cadre évolue l'opérateur de réseau que sera Barmar, comment est-ce qu'il permet quelles sont les règles finalement qui sont liées à cette infrastructure. Voilà, c'est cette slide, merci, que je cherchais. Barmar, comme je le disais, est bien un opérateur de réseau, donc en tant que société, elle aura pour vocation d'investir et d'exploiter le futur réseau, mais ce n'est pas elle qui produit, ce sera des clients qui eux-mêmes passeront des contrats soit entre eux, soit avec ce qu'on appelle un fournisseur, un expéditeur, c'est-à-dire celui qui est là pour faire l'intermédiaire entre les clients. Et ce client viendra réserver une capacité, c'est de la place dans le tuyau, finalement, il viendra prendre son forfait, son segment sa tranche de capacité qui lui permettra de faire passer, s'il le veut, de l'hydrogène entre la France et le consommateur. Pardon de t'interrompre, François. Est-ce que tu veux que je prenne le relais écoute, oui. Ou est-ce que... Je t'en prie, Youssef, c'était la transition parfaite justement pour expliquer qu'en tant qu'opérateur, on est rémunéré effectivement par ses clients, mais qu'on est soumis à un certain nombre de règles définies par les autorités. Et je te laisse effectivement nous expliquer comment sont fixées ces règles, quelle est la mécanique finalement qui s'opère autour d'une infrastructure régulée. Merci François. Et donc effectivement, pour prolonger les propos de François sur l'aspect économique, le modèle économique de Barmar, François l'a dit, il faut avoir en tête qu'il y a différents acteurs. Il y a 5 acteurs que vous voyez sur cette planche. Je vais reprendre les propos de François et puis les étendre un petit peu.
Parmi ces acteurs, si on part du bas et qu'on regarde ce qui est en vert, vous avez d'un bout à l'autre, pour faire court, des producteurs d'hydrogène et des consommateurs. Le lien entre, il y a un troisième larron qui rentre dans cette chaîne, c'est ce qu'on appelle l'expéditeur ou le fournisseur. Ce fournisseur, il signe des contrats d'achat avec les producteurs, des contrats de vente d'hydrogène avec les consommateurs. Ça, c'est les deux maillons de la chaîne, d'un bout à l'autre. Et entre les deux, il y a donc l'infrastructure Barmar. Cette infrastructure Barmar, donc, c'est le gestionnaire de réseau qui l'exploite. Et le lien qu'il y a entre l'expéditeur et l'opérateur Barmar, c'est un contrat de transport. En gros, l'expéditeur, il va utiliser notre infrastructure pour acheminer l'hydrogène du point d'entrée dans le réseau jusqu'à son point de sortie. Donc, c'est le rôle de Barmar que d'assurer que le transit de l'hydrogène se fasse du point d'entrée jusqu'au point de sortie. Et donc, pour cela, il y a un contrat de transport qui est signé entre l'expéditeur et l'opérateur qui est Barmar. Barmar, donc, vous comprenez que ici, son rôle, c'est ni plus ni moins que d'être, on va dire, un opérateur d'infrastructure de transit et qui applique un droit de péage. En général, ce droit de péage, il va être à l'entrée du tuyau et à la sortie. Ce droit de péage, il va être défini par la Commission de régulation de l'énergie, par le régulateur. C'est le cinquième larron, c'est le cinquième acteur de ce modèle économique qui a un rôle prépondérant sur lequel je vais revenir dans un instant. Et donc, en gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'opérateur Barmar, l'opérateur d'infrastructure, son rôle, c'est ni plus ni moins, sous le contrôle du régulateur, d'assurer l'acheminement d'un point A à un point B, le point d'entrée et le point de sortie du réseau, et de manière à honorer le contrat de transport qu'il a avec l'expéditeur. Donc, dans ce contrat de transport, l'opérateur Barmar va appliquer un tarif, je l'ai dit, à l'entrée, possiblement à l'entrée et à la sortie, et ce tarif va être payé par l'expéditeur. Ce tarif, il n'est pas défini par Barmar, il est défini sous couvert de l'autorité de tutelle qui est la Commission de régulation de l'énergie. J'insiste sur ce point que je vais détailler dans la slide qui suit à travers le rôle du régulateur. Donc vous aurez compris que Barmar, ça n'est ni un consommateur, ni un producteur, ni un commercialisateur. On est l'exploitant du tuyau. J'en arrive à la slide qui suit sur le rôle du régulateur. Alors pardon, parce que je me rends compte que je ne me suis même pas présenté et j'aurais peut-être dû commencer par ça. Donc en deux mots, Youssef Chekli, je suis de Teréga. Je suis en charge des relations institutionnelles chez Teréga et également de ce que l'on appelle la régulation des nouveaux actifs chez nous, c'est-à-dire régulation des infrastructures hydrogène et CO2. Et c'est au titre de cette régulation, de l'arrivée de la régulation H2, que je vous fais cette présentation aujourd'hui. Alors, deux mots sur le régulateur, parce que vous l'avez compris, le modèle économique de Barmar, dans la mesure où ce sont des infrastructures qui sont extrêmement capitalistiques, ça coûte extrêmement cher de développer ce type d'infrastructure et de construire ce type d'infrastructure. La caractéristique majeure de ce modèle, c'est qu'on est dans un monde qui est monopolistique. Et dans le but d'éviter que l'opérateur de transport, que le gestionnaire de réseau profite de cette situation monopolistique, il est sous le contrôle, toute son activité est sous le contrôle du régulateur. En France, le régulateur, c'est la Commission de régulation de l'énergie. C'est vrai pour l'électricité, c'est vrai pour le gaz naturel et ça va être vrai pour l'hydrogène. Côté espagnol, c'est la CNMC, la Commission nationale des marchés et de la concurrence. Et donc, ce gendarme, cette autorité de tutelle, en fait, c'est elle qui dicte toutes les règles que l'opérateur, comme Barmar, va devoir suivre. Que ce soit au niveau des coûts, que ce soit au niveau des règles de commercialisation des capacités, que ce soit au niveau des contrats, que ce soit au niveau des règles d'équilibrage, etc. des réseaux, toutes les règles sont édictées par le régulateur et elles s'appliquent à l'opérateur qui est Barmar. Donc en gros, Barmar, en tant que gestionnaire d'infra, il doit appliquer les règles qui lui sont imposées par le régulateur. Ça touche également
les règles de marché au sens large, mais aussi très précisément les coûts, et ça je vais y revenir dans un instant parce que c'est extrêmement important. Les coûts de Barmar sont scrutés de manière extrêmement fine par le régulateur, et c'est cet examen des coûts qui permet de définir ce qu'on appelle le revenu autorisé, et ce revenu autorisé, il est lui aussi défini par le régulateur. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'opérateur d'infrastructure n'a pas de marge de manœuvre. Il évolue dans un cadre qui est défini par le régulateur, et ce cadre, il est notamment marqué par des caractéristiques majeures comme la totale transparence, ce qu'on appelle l'accès des tiers au réseau, c'est-à-dire que toutes les règles pour accéder, n'importe qui peut accéder au réseau et à l'infrastructure Barmar selon les mêmes conditions contractuelles, les mêmes conditions tarifaires, etc. Toutes les règles s'appliquent à tous. Il n'y a pas de favoritisme vis-à-vis d'un tel ou d'un tel acteur ou de tel ou tel expéditeur. C'est les mêmes règles pour tout le monde que le gestionnaire de réseau de transport doit appliquer. Et également, la régulation offre une certaine visibilité sur le long terme, puisque en général, et je vais y venir, les tarifs sont fixés sur des périodes assez longues, ainsi que les règles et les principes qui régissent le cadre de régulation. Donc tout ça pour dire que le rôle du régulateur, il est central, et il est là parce qu'on est dans un monde qui est monopolistique. Si on passe à la slide suivante, on va arriver sur cette notion qui est fondamentale, qui est celle du tarif. Vous l'avez compris, dans le modèle économique qui est le nôtre dans Barmar et dans les infrastructures de ce type, on n'est absolument pas dans le monde marchand habituel dans lequel c'est la loi de l'offre et de la demande qui définissent le prix ou le tarif qui va s'appliquer. On n'est absolument pas dans ce régime-là. On est donc dans un monde qui est monopolistique et qui est donc régulé. Et le principe de base de la régulation, c'est les coûts. C'est la reconnaissance des coûts par le régulateur, la reconnaissance des coûts de l'opérateur, donc de Barmar. Et j'en reviens à ce que je disais précédemment, le régulateur va screener de manière extrêmement pointue l'intégralité des coûts de l'opérateur, que ce soit les frais de déplacement, les frais de personnel, les frais les coûts, les charges de maintenance, les investissements, etc. Tous les coûts d'OPEX et CAPEX sont audités de manière extrêmement pointue par le régulateur. Et donc, la mécanique est la suivante, c'est que l'opérateur présente ses coûts, le régulateur identifie et retient les coûts qui lui semblent être pertinents. Donc, on est fortement challengé par le régulateur. Et une fois que le régulateur a défini cette enveloppe de coûts, eh bien, il définit ce qu'il appelle le revenu autorisé. C'est-à-dire que le régulateur définit un niveau de revenu qui est autorisé, que Barmar va être autorisé à percevoir. Admettons que ce revenu soit de l'ordre de 100 pour l'année N. Je vais y revenir à cet exemple après. Admettons donc un revenu de 100. Une fois que le régulateur a identifié ces coûts et donc l'enveloppe qui nous amène à ce revenu autorisé de 100, eh bien l'équation, c'est celle que vous avez sur la slide. Pour reboucler avec le revenu autorisé, on a deux éléments, on a deux variables. La première, ce sont les capacités, ce qu'on appelle les souscriptions dans notre jargon. En gros, c'est ce qui va transiter dans le tuyau. On fait des hypothèses de souscription, des hypothèses de capacité, de transit. Et pour reboucler avec le revenu autorisé, eh bien, on multiplie ces capacités, ces hypothèses de capacité par un tarif. Et c'est ce tarif multiplié par ces capacités qui nous permet de reboucler avec le revenu autorisé. Tous ces éléments sont validés par la CRE. Je l'ai dit, le revenu autorisé. Les volumes qui vont transiter sont validés par la CRE. Et également, le tarif, c'est la CRE qui le fixe. Donc, tous ces éléments-là sont fixés par la CRE. Et c'est comme ça que se fait l'équation dans le monde régulé pour définir ce niveau de revenu que Barmar va être autorisé à percevoir. Alors, ça, c'est la face, une des deux facettes de la même pièce. Ça, c'est la définition du revenu autorisé. Pour percevoir le revenu autorisé, pour collecter ce revenu autorisé, on l'a dit, il y a un contrat de transport entre Barmar et les expéditeurs. Eh bien, les expéditeurs, ils vont payer le tarif d'entrée et de sortie sur Barmar. Et c'est en payant ce tarif que Barmar va collecter, va percevoir son revenu autorisé. Donc ça, c'est la mécanique générale.
Je rajoute un autre point qui est très important, c'est qu'en plus de ce dispositif-là, il y a ce qu'on appelle un compte de régularisation qui permet, dans le temps, d'absorber les plus et les moins. Les plus et les moins, c'est quoi? Admettons que Barmar, sur l'année N+1, au lieu de toucher 100, eh bien, il a touché 102. C'est-à-dire il y a un surrevenu par rapport au revenu initialement défini par la CRE. Ce surrevenu, il est tout simplement lié au fait que, eh bien, il y a plus de capacités qui ont transité dans le tuyau. On avait estimé un certain niveau de capacité, eh bien, il y en a plus. Et donc, s'il y a un peu plus de capacité et qu'on les multiplie par le tarif qui est défini par la CRE, on a une perception de revenu qui est supérieure à ce qui était initialement défini par le régulateur. Eh bien, ce plus, il va être restitué dans les années qui suivent au marché, sous la forme d'une légère baisse du tarif qui va s'appliquer. Voilà comment on restitue aux expéditeurs ce surplus que Barmar pourrait gagner. Et à l'inverse, ça marche également pareil. On a, s'il y a une moindre perception du revenu autorisé sur l'année N, on a perçu 98 au lieu de percevoir 100, eh bien, les deux qui manquent seront rattrapés via une légère augmentation du tarif sur les années qui suivent. Et c'est comme ça que le système reste à peu près flat et que, au final, un opérateur comme Barmar ne gagne ni plus ni moins que ce qui est défini par le régulateur. Vous avez là le grand principe et ça nous semble être important d'appuyer sur ces notions-là parce que c'est un modèle économique un peu particulier et c'est la régulation. Je crois que j'ai encore une dernière slide qui permet de vous illustrer, si on se projette dans le temps, la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que l'hydrogène, évidemment, vous avez compris que c'est un marché naissant. Et l'une des caractéristiques du marché naissant, c'est qu'au départ, le nombre d'utilisateurs, le nombre de clients est faible. Et si on compare ce nombre réduit d'utilisateurs avec la masse des investissements et des coûts qui sont à mettre en place dès le départ, évidemment, les coûts sont extrêmement importants. Et la question qui se pose pour les premiers utilisateurs, c'est la viabilité économique du tarif qui va leur être appliqué. Parce que si vous vous souvenez de ce que je viens de dire, le principe de la régulation, c'est la couverture des coûts de l'opérateur. Or, si on applique le tarif qui serait censé couvrir les coûts initiaux de l'opérateur, on va avoir un tarif exorbitant pour les premiers utilisateurs. Et donc, la question qui se pose avec le régulateur, c'est d'identifier un tarif qui soit viable, économiquement viable pour les premiers utilisateurs. Et donc, ce à quoi on réfléchit en ce moment avec le régulateur, c'est de faire en sorte que des opérateurs d'infrastructures acceptent dans les premiers temps de ne pas recouvrer l'intégralité de leurs revenus autorisés pendant les premières années, mais de recouvrer ce revenu autorisé dans une deuxième période, étant entendu que dans la première période, peu d'utilisateurs et des coûts énormes, mais avec un tarif et un revenu qui reste flat dans le temps, il y a la possibilité pour l'opérateur de recouvrer le manque à gagner qu'il aura identifié sur la première phase. J'espère que je suis assez clair pour expliquer ça. Et donc, tous ces mécanismes-là, ils sont en cours de discussion avec le régulateur parce qu'évidemment, ça ne peut pas se faire sans l'appui du régulateur. Voilà en quelques mots, je crois que c'était la dernière slide sur cet aspect-là et je reprendrai la parole tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a des questions maintenant ou si on les prend tout à l'heure. Oui, merci beaucoup en tout cas pour cet effort de vulgarisation sur un sujet qui est technique, mais qui est très important et qui avait fait l'objet de questions pendant la concertation. En effet, on peut prendre une première série de questions sur ces aspects de modèle économique et ensuite on passera à la deuxième partie qui traitera des critères de décision d'investissement. Madame Mercier, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Bon, et j'ouvre la visio aussi par politesse. Oui, moi j'avais une question sur la détermination du coût. Je n'ai vu nulle part la quantité et le prix de l'eau dans ce que vous avez proposé. Vous avez parlé de l'énergie, de l'électricité,
mais où j'ai mal compris, où j'ai vu nulle part le prix et la quantité d'eau nécessaire. Alors, Alors, François, c'est vrai que ça n'apparaissait pas, mais voilà. alors, c'est inclus dans la petite bande bleue qui était en haut du coup. Euh, le coût de l'eau est marginal aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est moins de 1% du coût de revient de la production d'hydrogène. Même si les volumes sont conséquents, le coût actuel est négligeable. Ce qui fait l'essentiel du coût, c'est l'investissement initial dans les unités de production et l'électricité. C'est vraiment l'énergie aujourd'hui qui est le coût principal. Oui, sauf que demain, ça sera peut-être plus le cas. Aujourd'hui, voilà, je vous parle de ce qu'on connaît aujourd'hui. Vous savez ce qu'on connaît en ce moment et l'Espagne, comme les PO, comme d'autres départements, sont en forte sécheresse. Et en ce moment, on a une canicule très importante sur l'ensemble du territoire français. J'ai pas suivi la météo espagnole, j'en suis désolée, mais ils ont déjà un gros problème à ce niveau-là. Et je pense que là, il y a une erreur importante. Et puis j'avais une petite remarque, c'est que vous dites que le nucléaire, c'est une énergie qui est continue. Or, Golfech est fermé à partir d'aujourd'hui. Et il y a deux autres centrales nucléaires qui ont baissé sur le Rhône leur activité. Donc, c'est pas une énergie tout à fait continue. Et peut-être qu'en France, si on avait été sur les énergies renouvelables au lieu d'être toujours en disant oui, mais nous on a le nucléaire, c'est super, et bien aujourd'hui, c'est nous qui serions à la place de l'Espagne. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y en a pas d'autres, moi j'en ai une petite, mais Allez-y. je veux pas. C'est juste de compréhension. Vous avez parlé de deux régulateurs, en France et en Espagne. Du coup, comment ils se mettent d'accord pour avoir les mêmes règles? Parce que c'est quand même qu'un seul infrastructure. Donc j'imagine que s'ils sont pas d'accord sur les règles en France et en Espagne, ça va un peu coincer. Donc c'était juste une explication supplémentaire si c'est possible. Non, non, vous avez tout à fait raison et c'est tout le charme des discussions qui existent entre régulateurs et je vous cache pas que c'est pas toujours simple. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, ils arrivent quand même à se mettre d'accord. Et vous avez raison, c'est important, ces discussions entre régulateurs, elles sont extrêmement importantes parce que euh, ils ont besoin de se mettre d'accord et de se coordonner. Et ils ont l'habitude de travailler ensemble. Je comprends votre point, mais disons, rassurez-vous, c'est normalement, ça ne fait pas obstacle. Ils sont capables de surmonter ça et ils se parlent beaucoup. Hein. Ils se parlent beaucoup. Merci. Et Est-ce qu'il y a- il y a d'autres exemples qui existent hein, avec dans d'autres pays, ou entre France et UK ou autres, où c'est exactement le même principe et les régulateurs se mettent d'accord et travaillent beaucoup ensemble. Avant de passer la parole à Madame Mercier, je rappelle que vous pouvez également poser des questions par écrit si vous préférez, par rapport au fait de le poser au micro. Madame Mercier, c'est à vous. Oui, j'avais une dernière question. Vous dites que tout client peut avoir accès à ce canal, à ce réseau. Ça veut dire que tous les clients qui produisent de l'hydrogène, quel que soit cet hydrogène, vont avoir accès au réseau. Ou j'ai mal compris. Non, tout à fait. Oui, oui, D'accord. absolument. Absolument. C'est un des principes de base de la régulation, c'est ce qu'on appelle l'accès des tiers au réseau. C'est-à-dire que n'importe qui doit pouvoir avoir accès à l'infrastructure. Si, voilà, après, donc il ne doit pas y avoir de discrimination. Voilà, c'est exactement ça. Il ne doit pas y avoir de discrimination et n'importe quel expéditeur doit avoir la possibilité de signer un contrat de transport avec Barbara en l'occurrence. Effectivement. D'accord. Euh, Donc, c'est pas que moi- de l'énergie renouvelable. Oui, est-ce que ça veut dire, je propose la question à Madame Mercier, est-ce que ça veut dire que ça peut aussi être des productions d'hydrogène qui ne correspondent pas aux conditions édictées par l'Europe pour être reconnu hydrogène renouvelable? Alors, c'est une question qui est intéressante. Aujourd'hui, dans l'absolu, rien n'empêche
n'empêchera contractuellement un producteur d'hydrogène non renouvelable à se connecter à l'infrastructure pour envoyer de l'hydrogène non renouvelable depuis l'Espagne à la France. Maintenant, quand on réfléchit en termes de raisonnement économique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'aujourd'hui, on produit déjà de l'hydrogène non renouvelable en France, par exemple, qui est basé sur le gaz naturel. Donc, il n'y aurait pas de sens économique à payer un péage pour aller transporter de l'hydrogène gris depuis, par exemple, l'Espagne vers la France, alors que ça coûterait beaucoup moins cher d'aller le faire directement en France depuis du gaz naturel. Économiquement, la seule viabilité possible de transport d'hydrogène par une infrastructure comme Bernard, elle est liée au transport d'un produit premium qui est l'hydrogène renouvelable, qui répond à des besoins spécifiques, qui est moins cher à fabriquer en Espagne qu'en France. C'est un peu ce qu'on expliquait au début de la présentation, avec une différence de coût d'un pays à l'autre qui justifie une infrastructure. Sur un autre type d'hydrogène, typiquement l'hydrogène gris, il n'y a pas cette différence de prix telle qu'on peut la constater. Du coup, il n'y a pas d'intérêt. Donc, dans la partie, on va dire, purement régulatoire, contractuelle, réglementaire, il n'y a pas d'interdiction à quelqu'un de venir transporter l'hydrogène qui ne serait pas renouvelable. Dans la pratique, on n'a pas de logique économique et d'ailleurs, on n'a eu aucun intérêt exprimé quand on a fait un appel au marché. On n'a eu aucun intérêt exprimé de producteurs non renouvelables. Merci. Monsieur Fonbonne, je vous passe la parole et ensuite on lira la question de Monsieur Hinderix. Oui, j'avais une question concernant le financement européen, en fait, que ce soit en tant que projet d'intérêt communautaire, dans la phase étude dans laquelle aujourd'hui vous vous trouvez, et demain dans la phase investissement. Est-ce qu'on sait d'ores et déjà s'il y aura des aides, de quel niveau elles pourraient être? Je vous propose peut-être de garder la question en réserve, la réponse, parce qu'on va le présenter dans la deuxième partie et on répondra à cette occasion. On vous donnera les précisions avec les schémas à l'appui. D'accord. Enfin, pas schéma, mais quelques éléments complémentaires à l'appui. J'avais une deuxième question. Vous avez parlé de l'Espagne et peu du Portugal. Il intervient en tant que producteur secondaire, j'imagine, dans le dispositif envisagé. Alors effectivement, là aujourd'hui, l'infrastructure se focalise sur Barmar, donc qui connecte directement l'Espagne à la France. Donc on se concentre effectivement sur l'Espagne. C'est aussi là où il y a le plus gros volume en termes de capacité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de production en Portugal, mais c'est pas dans le même ordre de grandeur par rapport à l'Espagne. Donc pour simplifier un peu le discours et l'analyse, on s'est focalisé sur l'Espagne. Okay. Il y avait une question donc, de M. Hinderix qui m'indique ne pas avoir de micro, qui demande qui contrôle la qualité de l'hydrogène, puisque je crois que les opérateurs sont soumis à une obligation de qualité pour l'hydrogène transporté dans la canalisation. Peut-être Manuel Bonnier pour répondre. Oui, tout à fait. Ça fait partie dans les contrats de transport, c'est-à-dire que donc Youssef nous a expliqué tout à l'heure le principe, et on a vu qu'il y avait des clients consommateurs et des clients producteurs qui vont se raccorder au réseau de transport, et au moment où ils se raccordent, il y a un accord, un contrat entre le producteur et l'opérateur, et l'opérateur spécifie à ce moment-là les caractéristiques de l'hydrogène qui va être injecté, et il doit être contrôlé au moment de ce point d'injection. Et puis par ailleurs, l'opérateur lui-même régulièrement sur le réseau met en place des dispositifs de comptage et de contrôle. Et question complémentaire de M. Hinderix, est-ce que vous avez déjà une norme en ce qui concerne la qualité de l'hydrogène? Alors on s'autorise encore aujourd'hui, on n'a pas précisé définitivement le pourcentage de pureté de l'hydrogène sur les références des normes elles-mêmes. Il va falloir que je me replonge et que je prenne un peu quelques points pour vous répondre plus précisément. Merci. Est-ce qu'il y a quelques dernières interventions avant qu'on passe à la deuxième partie où on parlera notamment du financement? Alors, dans ce cas, je vais laisser la parole à Manuel puisqu'on va passer sur la partie financement et je vais repartager le diaporama. Enfin, pas financement, pardon, mais critères. Oui, même plus globalement. Voilà. Plus globalement, alors financement, ça sera un des volets, mais pas le seul.
Effectivement, on va être, voilà. Après avoir reposé ces points sur l'économie de l'hydrogène, l'économie des réseaux, euh, qu'est-ce qui fait, quelles seront les conditions à réunir pour effectivement décider de lancer le projet? Et je vous rappelle que dans le calendrier, aujourd'hui, nous sommes dans les phases d'études qui vont se poursuivre avec l'objectif d'être en situation, début 2029, de prendre la décision finale d'investissement. Il y a 4 éléments principaux que nous devrons réunir d'ici là. Alors bien sûr, il y a le design technique, et puis derrière, il va se traduire par des demandes d'autorisation que nous allons faire auprès des autorités. Hier soir, on avait un webinaire spécifique sur la sécurité. On a vu en particulier que c'est un moment où nous soumettrons la conception, les modalités de construction et d'exploitation qui sont projetées pour Barmar. Et donc là, on verra les autorisations administratives. Il faudra qu'on ait la garantie de les obtenir pour pouvoir prendre la décision d'investissement. Deuxième point, c'est que ça nous donne les modalités de l'ouvrage, ça nous donne la validation et l'autorisation administrative, et après les contrôles sur la sécurité et les impacts. Il faut également que nous ayons quelques assurances sur le marché de l'hydrogène et sur la présence de clients pour venir payer effectivement et utiliser le réseau. Ça, on le redéveloppera avec François tout à l'heure. Troisième élément nécessaire, c'est que là, on va considérer un ouvrage qu'on met en place, la perspective d'avoir des clients qui viennent l'utiliser. Entre les deux, il faut financer la réalisation. Donc, il va falloir confirmer les modalités de financement et les levées de fonds. Et pour arriver à tout cela, tout ça va se faire dans un cadre d'accès au réseau et qui est un cadre régulatoire. Youssef nous l'a dit, il devrait être défini en France, en Espagne. Il y a toute une démarche européenne pour faire cela en ce moment. Et il faudra qu'au moment où on prendra la décision d'investissement, ce cadre soit clair, puisque ce cadre, c'est celui qui établira aussi nos relations avec les clients. Donc ces 4 éléments-là, il va falloir Il n'y a pas de problème, merci. Réunissions. On peut poursuivre. Jean, effectivement, je développe un peu le premier, mais sur le développement des autorisations. Je fais court parce qu'on en a parlé beaucoup et je vous invite à revoir aussi le webinaire sécurité qui se tenait hier soir. Mais fondamentalement, il y a 2 dossiers essentiels. L'un qui va être l'autorisation de construire et d'exploiter, qui va être sollicité auprès de l'Adréal et des DREAL qui vont être concernés, qui vont regarder 2 aspects. L'évaluation environnementale, donc l'impact sur l'environnement et comment on a vraiment au maximum évité ces impacts, on les a réduits, voire compensés si vraiment c'était nécessaire. Et puis l'aspect maîtrise des risques, compte tenu d'études de danger qui correspondent à un certain nombre de règles qui sont existantes et posées. Et un deuxième point particulièrement important sera l'agrément de tracé, puisque Barmar, la canalisation passera dans des eaux territoriales, en France comme en Espagne, et là on parle de la France plus particulièrement, et passera également en zone économique exclusive, qui relève de la préfecture maritime. Et là, pour les questions de sécurité du tracé maritime, nous déposerons un agrément de tracé auprès de la préfecture maritime. Et par ailleurs, s'il devait y avoir des questions environnementales, il y a un certain nombre de dispositions qu'il nous faudra remplir et valider avec les autorités, de même que l'accès au domaine public, que ce soit pour les concessions d'utilisation, les déclarations d'utilité, devront être soumises et validées. Les démarches pour ces autorisations, nous prévoyons de les entamer en soumettant effectivement les dossiers aux administrations au début de l'année 2027. Ça, c'est le premier volet. Donc, dans tout le design technique, le tracé, allez le soumettre aux autorités et en obtenir les autorisations. Deuxième point, François, il faut la présence des clients. Effectivement, une infrastructure, et on l'a expliqué, sert d'abord et avant tout au marché, c'est-à-dire aux producteurs et aux consommateurs qui veulent s'échanger, aux consommateurs qui veulent acheter de l'hydrogène à des producteurs. Évidemment,
on sait que, et on l'a déjà un peu expliqué, on sait que dès le démarrage de l'infrastructure, la canalisation ne sera pas remplie à 100%, c'est-à-dire que 100% de sa capacité ne sera pas exploitée. Néanmoins, on a besoin de s'assurer qu'à moyen et long terme, les clients seront bien présents. Pour ça, on sonde régulièrement le marché, et on va continuer à le faire. On le sonde par ce qu'on appelle des appels à manifestation d'intérêt, ce qui finalement est une sorte de questionnaire et d'enquête auprès de futurs consommateurs et des futurs producteurs pour identifier à la fois les futurs consommateurs industriels, leur positionnement, leurs échéances, leur calendrier, les volumes qu'ils seraient amenés à consommer, les conditions dans lesquelles ils seront amenés à consommer ces volumes. Et on fait la même chose auprès des producteurs pour s'assurer qu'en face de cette demande, il y aura bien une production d'hydrogène renouvelable. Et cette adéquation entre production et consommation nous permet de vérifier et de valider l'infrastructure, le dimensionnement de l'infrastructure. Le premier AMI donc, a été fait en fin 2024, dans le lien du webinaire qui vous sera qui sera communiqué. Vous aurez donc le lien là, des résultats qui sont publics, qui sont sur le site internet d'H2Med. Vous pourrez consulter effectivement les résultats agrégés de cette première appel à manifestation d'intérêt qui a permis effectivement de valider ce besoin du marché. C'est pas parce qu'on en a fait un qu'on s'arrête là. Cette consultation régulière et cette vérification régulière de l'appétit du marché, on le fait de manière continue. On a refait des appels au marché en fin 2025, début 2026. Pour le coup, les résultats, eux, ne sont pas publics parce qu'on demande plus d'informations avec un peu plus de confidentialité. Et on continuera à avancer dans quelque chose qui sera de plus en plus engageant. L'idée étant d'approcher de la décision finale d'investissement avec des pré-contrats ou carrément des contrats validés avec des engagements de souscription fermes, au moins pour une partie de la capacité. Et donc, c'est sous cette condition d'avoir suffisamment d'engagement contractuel que pourra se prendre la décision finale d'investissement dans Barmar. Une autre condition finalement qui est sous-jacente à celle du marché, en quelque sorte, pour qu'il y ait un intérêt à transporter de l'hydrogène renouvelable, il faut que à la fois la demande soit là et que l'hydrogène espagnol ou portugais soit en mesure de répondre de manière compétitive aux besoins. Si on rentre très rapidement dans le détail, aujourd'hui, tous les consommateurs n'ont pas le même appétit pour payer de l'hydrogène renouvelable. Et je vais prendre deux exemples assez différents. Les raffineries, par exemple, ont des obligations réglementaires fortes pour consommer de l'hydrogène renouvelable, ce qui les amène à chercher à tout prix de l'hydrogène renouvelable, validé renouvelable au sens de l'Europe, c'est-à-dire avec tous les critères d'additionnalité, corrélation temporelle, etc., donc que peu de pays peuvent offrir. À l'inverse, des acteurs très soumis à une compétition internationale forte, je pense aux aciéries par exemple, ont eux aussi besoin de se décarboner, mais pas à n'importe quel prix. Eux, ils vont vraiment axer leur priorité sur l'achat d'un hydrogène certes renouvelable, mais surtout très compétitif, ce qui sera pour eux une priorité. Donc, plus cet hydrogène sera compétitif, plus la demande et plus les volumes seront importants. Donc, une condition qui est plutôt externe au projet, c'est ça, c'est au fur et à mesure que la compétitivité de l'hydrogène renouvelable va s'améliorer, la demande et la quantité d'hydrogène qui sera transitée augmentera. Cette compétitivité, il y a plusieurs choses. Effectivement, la baisse du coût lui-même, ça on en a parlé avec les composantes, la baisse du prix de l'électricité, l'amélioration des rendements, l'augmentation des taux de charge, la diminution du coût de revient des installations de production. Ça passe aussi par des incitations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les solutions alternatives, plutôt que de consommer du renouvelable, ça peut être de consommer de l'hydrogène gris, donc fait à partir de gaz, ce qui, pour les consommateurs, nécessite de payer des quotas carbone. Plus les quotas carbone seront chers, plus ça incitera à se retourner vers des solutions renouvelables. Donc la dynamique du prix à la fois du gaz et des quotas carbone permettra d'accélérer et d'améliorer la compétitivité finalement relative de l'hydrogène renouvelable. Et puis finalement, il y a des facteurs plus externes sur
la croissance industrielle en général, c'est-à-dire le développement notamment de nouvelles installations de production, des productions d'acier vert notamment, et puis la progression d'autres réseaux, et je pense là particulièrement au réseau allemand qui maille les différentes zones industrielles. Plus vite ce réseau se développera, plus il y aura un intérêt pour les gens connectés à ce réseau à aller s'approvisionner en hydrogène renouvelable depuis la péninsule ibérique grâce à Barnard. Donc ces conditions-là, c'est plus des conditions de marché qui font écho à ce qu'on a présenté dans la première partie. Et ensuite, on parle de financement. Pour le coup, un projet comme Barmar est porté par une société projet et donc est financé aussi en financement de projet. Alors, ce qu'on appelle financement de projet, c'est une technique particulière qui consiste à compléter plusieurs instruments. Ces instruments sont d'abord des fonds propres qui sont amenés par souvent les actionnaires, en l'occurrence Enagaz, Natran et Terega. Un certain nombre de fonds propres qui sont amenés à la société et qui sont complétés par des emprunts bancaires. L'intérêt étant, voilà, part de la dette, de mitiger, de réduire un petit peu le coût de financement. Et ces financements en fonds propres et en emprunts bancaires peuvent être complétés par l'Europe, par des subventions. Et pour répondre à la question qui avait été posée dans la première partie, aujourd'hui, effectivement, le projet bénéficie de subventions uniquement sur la phase d'études, donc 28 millions d'euros pour toute la phase d'études qui s'étend jusqu'à fin 2029. Et pour la phase suivante, l'objectif, c'est d'aller solliciter l'Europe pour des subventions sur la phase travaux cette fois-ci, financements qui vont servir à faire baisser le coût de transport de l'hydrogène pour améliorer la compétitivité de l'industrie. Le but, et on l'a rappelé, parce que le cadre régulatoire, de toute façon, plafonne la rémunération de l'opérateur de réseau. Donc, les financements qui seront obtenus ont pour objectif vraiment de faire baisser le prix de transport pour les utilisateurs finaux. Donc voilà les trois instruments, avec très majoritairement des fonds qui viendront des maîtres d'ouvrage, donc soit par des fonds propres ou par des emprunts, et un complément on va dire plus marginal par des subventions européennes qui viennent baisser le coût de transport. Et puis enfin, pour les dernières conditions, je laisserai Youssef compléter sur le cadre régulatoire et puis l'état d'avancement actuel. Merci François. Donc je poursuis sur cette thématique régulatoire. Le cadre, la définition du cadre, c'est effectivement quelque chose d'important puisque c'est dans ce cadre-là que tous les acteurs vont pouvoir se mouvoir. Et je dirais, je sépare les choses en deux. Il y a ce qui se passe au niveau de Bruxelles et puis ensuite il y a la maille nationale, que ce soit en France ou en Espagne. Au niveau de Bruxelles, j'ai envie de dire que le boulot, il a été fait. Il a été fait, pourquoi? Parce que ce qu'on appelle le quatrième paquet gaz, vous avez peut-être entendu parler de ça, en gros, ce nouveau paquet législatif, le quatrième, qui traite du gaz, introduit notamment un chapitre sur l'hydrogène et les gaz décarbonés. Eh bien, le boulot à Bruxelles, il a été fait parce que la directive, elle est prête, elle a été publiée. On s'inspire très fortement de ce qui existe au niveau du gaz naturel. Et donc, les grands principes, ils ont été édictés et ils sont présents dans l'aspect législatif européen. Et on va même assez loin, puisqu'il est clairement écrit noir sur blanc que ce soit pour le transport ou le stockage d'hydrogène, eh bien, une régulation s'appliquera au plus tard, au 1er janvier 2033. Donc, côté Bruxelles, pour moi, le boulot a été fait. Maintenant, la balle, elle est plus au niveau national. Et que ce soit en France ou en Espagne, donc le sujet, c'est la transposition en droit national de cette directive européenne. Alors, les choses ne sont pas encore abouties, mais elles avancent. Elles avancent, notamment côté français avec ce qu'on appelle le projet de loi DADU. En gros, là, c'est des dispositions du droit européen que l'on transpose dans le droit national. Et très clairement, le volet hydrogène, il est clairement identifié. Il a été validé en Conseil d'État, il a été validé au Sénat, et là, ce que l'on attend, c'est le passage à l'Assemblée nationale pour valider cette transposition en droit français de la directive européenne et tout particulièrement de l'aspect
relatifs à l'hydrogène. Donc ça, c'est le côté législatif. Donc là, on est un peu prisonnier du calendrier législatif et du calendrier de l'Assemblée nationale, mais les choses ont démarré et il y a déjà des jalons qui ont été franchis. Ce qui est intéressant aussi à avoir en tête, c'est que la Commission de régulation de l'énergie, toujours côté français, elle n'est pas restée sans rien faire. En attendant, elle aurait pu avoir une position d'attentisme qui consistait à dire, eh bien, écoutez, moi, tant que j'ai pas officiellement dans la loi la compétence sur le domaine de l'hydrogène, je fais rien. Eh bien non, on a essayé de raisonner intelligemment les différents acteurs en se disant, on va d'ores et déjà préparer euh, les règles qui vont régir le marché de l'hydrogène en France demain, conformément à la directive européenne. Et donc, la Commission de régulation de l'énergie a pris sur elle d'initier les travaux. Ça s'est matérialisé tout particulièrement par tout un tas d'ateliers qui se sont déroulés depuis le mois de décembre dernier jusqu'à fin mai. Donc c'est très récent. Et dans ces ateliers, qui ont une vocation assez technique, hein, on a parlé de structures tarifaires, on a parlé d'équilibrage des réseaux, de régulation des stockages, des terminaux, etc. Donc c'est assez pointu. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les choses avancent. Alors on n'est pas encore au bout, mais les choses avancent. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire qu'on prépare le terrain pour la suite. Et côté espagnol, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des évolutions qui sont en cours sur le sujet de la transposition de la directive en Espagne. Le régulateur est pleinement investi, l'opérateur également espagnol lui aussi. Donc, pour vous dire, côté européen, je dirais, c'est fait. Côté national, c'est en cours et on y travaille de manière très, j'allais dire, main dans la main avec les régulateurs. Ces sujets ne sont pas simples, mais on y travaille avec des relations étroites avec les régulateurs, qui soient côté français et côté espagnol. Donc, en gros, la définition du cadre de régulation, euh, elle est relativement bien avancée. Il nous manque les tampons côté législatif. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Peut-être qu'il y a d'autres slides après ou c'est la fin. Ah ben voilà, s'il y a des questions. C'est Pardon, la j'allais dire fin, c'est la fin, mais merci. Youssef, je vais vous laisser la parole parce qu'il y a des questions qui vous concernent directement. Ah, Deux questions de M. Hendrix qui demandait par écrit est-ce que Barmar est déjà approuvé par la CRE? Et on peut peut-être préciser ce que ça veut dire être approuvé par un régulateur. Et la deuxième question, qui portait plutôt sur Enagas, qui demandait, il faisait remarquer que le partenaire Enagas ne semble pas avoir été reconnu conforme par la CRE. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Donc d'abord pour Barmar et la CRE, et ensuite pour Enagas et la CRE. est-ce que François, tu veux, ou Manuel, est-ce que vous voulez prendre ou vous voulez Ouais, L'approbation, enfin approbation par la CRE, comme l'expliquait Youssef, on est dans le moment, tu compléteras François, mais dans le moment où avant tout, la CRE doit être, dans le cadre de la transposition de la DADU, doit être identifiée et missionnée en tant que régulateur sur l'hydrogène. Tant qu'elle n'a pas cette mission-là, elle ne peut pas et elle n'a pas vocation à approuver ou désapprouver d'ailleurs un projet, elle ne se prononce tout simplement pas. Et plus généralement, peut-être pour tout le monde, rappeler que le régulateur peut être amené à approuver ou pas des projets d'investissement d'un opérateur régulé. Je rappelle que Barnard n'est pas encore régulé par la CRE, mais pourquoi le régulateur est-il amené à approuver ou pas des investissements, ce qu'il fait régulièrement et ce qui est d'ailleurs tout à fait public sur le site de la CRE. C'est simplement parce que ces investissements correspondent à des dépenses et donc à des coûts pour l'opérateur, et comme la CRE contrôle l'ensemble des coûts et la justification de ces coûts, eh ben, il peut être amené à valider les investissements. Ce n'est pas encore le cas pour Barmer, puisque la CRE n'est pas encore missionnée officiellement sur ce domaine-là. Et après, la CRE a un périmètre français, donc je ne pense pas, je ne sais pas quelles seraient vos sources, monsieur, sur le partenaire Enagas. Pour le coup, peut-être pour compléter sur le pendant espagnol, effectivement, c'est la société Barmar, hein, de toute façon, qui aura cette autorisation. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, côté espagnol, il y a d'autres réseaux d'hydrogène, et notamment le réseau national d'hydrogène espagnol, qui, lui, doit aussi être approuvé par le régulateur espagnol qui vient d'être nommé par un décret royal pour pouvoir examiner les dossiers espagnols, au moins sur les projets labellisés projets d'intérêt commun.
et ensuite, qui permettra du coup de monter ce dossier. Et je vois que vous avez une question complémentaire sur le sujet. Pourquoi vous avez demandé une mission CNDP alors que la CRE n'a pas encore validé? C'est deux choses qui sont complètement indépendantes pour le coup et qui n'ont pas tout à fait les mêmes objets, mais peut-être que la CNDP pourra rappeler un peu ses missions. Autant la Commission de régulation à l'énergie, elle est vraiment là pour, dans le cadre de la réglementation européenne sur les infrastructures énergétiques. C'est-à-dire qu'on aura besoin de cette autorisation de la Commission de régulation à l'énergie pour commencer la construction et l'exploitation de cet ouvrage. Néanmoins, sur la phase d'étude, on peut très bien démarrer, et on a démarré, heureusement qu'on n'attend pas tout le processus réglementaire pour pouvoir démarrer le projet. Et on commence tout de suite les missions de concertation qui, elles, sont plutôt dans le cadre des dossiers de permis, tels que l'a expliqué Emmanuel tout à l'heure. Hein, les permis et les autorisations, ça fait partie des choses qui sont très, très, très préalables. Mais peut-être que côté CNDP, il y a peut-être des compléments à apporter. Non, je souscris à votre propos. En fait, la CNDP, Commission nationale du débat public, est là notamment pour garantir la participation et l'information des publics en phase dite amont, en fait, c'est-à-dire avant toute prise de décision sur le fond des projets et donc avant dépôt de toute demande d'autorisation, telle qu'elle soit. Ce qui signifie que vous pouvez très bien avoir, comme c'est le cas là, une réflexion aboutie sur un projet, mais qui est en cours de processus d'élaboration avec des études à venir, qui seront suivies ensuite de demandes d'instruction par des autorités, telles qu'elles soient, CRE ou autres. Et c'est à ce stade-là qu'il y aura l'obtention des autorisations ou pas, mais c'est plutôt en phase donc dite aval, quand nous intervenons bien avant, alors que la prise de décision, encore une fois, je le rappelle, n'est pas prise. Donc, c'est des processus qui doivent être inscrits dans une continuité. Il y a une obligation à tenir compte de ce qui a été dit en amont de la prise de décision pour les prises de décision justement ultérieures. Et ce pourquoi la concertation continue existe. Mais au stade où nous en sommes d'une concertation préalable, il n'y a pas forcément de lien de corrélation entre le fait que la CRE valide ou pas un montage de projet, par exemple, et le fait que ce projet soit mis en discussion en phase amont. Merci, M. Bourissou. Je lis une dernière question de M. Hinderix, ensuite je vous passe la parole à Mme Mercier. Donc la question c'était, est-ce qu'il y avait, M. Hinderix voulait une précision sur la nature, le rôle de Barmar. Est-ce que vous êtes promoteur, développeur ou financier du projet? Barmar en société de projet, missionné pour développer le projet, demain construire et donc aller chercher les financements de l'installation et l'exploiter et la commercialiser. Merci. Madame Mercier, je vous laisse ouvrir votre micro et poser votre question. Madame Mercier, votre micro. Ah, voilà, Voilà, c'est bon. c'est ouvert. Donc, vous êtes déjà projet d'intérêt commun. Donc, normalement, vous avez des procédures d'autorisation simplifiées. Je ne sais pas en quoi elles sont simplifiées et accélérées. Et ensuite, vous avez un soutien financier européen qui est un cofinancement européen géré par la Commission européenne. Donc, si j'ai bien compris, en phase d'étude, vous avez 50% d'apport de la Commission européenne, mais peut-être que j'ai pas bien compris les montants. Et après, j'avais une deuxième question sur le financement. Je voudrais savoir si vous faites partie de France 2030 et si à ce niveau-là, vous avez aussi l'espoir ou vous avez déjà touché des financements. Alors pour le coup, effectivement, les financements publics qu'on a reçus aujourd'hui, ce sont que des financements européens dans le cadre du CEF études, effectivement, donc 28 millions d'euros qui couvrent maximum 50% des dépenses. Donc on va dépenser plus, mais en tout cas l'enveloppe européenne est plafonnée, elle, à 28 millions. Donc on va en dépenser plus du double sur les études. Et non, effectivement, ce genre d'infrastructure n'est pas du tout dans le scope de subventions type France 2030. Donc aujourd'hui, le seul
le seul argent public reçu correspond à cette aide européenne de 28 millions d'euros. J'ai juste une précision, c'est 28 millions pour l'ensemble du projet H2Med ou que pour Barmar? Uniquement Barmar. Ok, merci. Madame, merci. Au passage, j'avais souligné l'aspect procédure accélérée qui est lié au statut projet d'intérêt commun. Est-ce qu'on peut expliquer, si ce n'est pas trop complexe, qu'est-ce que ça change en termes de procédure d'être reconnu projet d'intérêt commun? Non, en termes simples, ce n'est pas évident. Comme ça, pour y réfléchir. Thomas veut se lancer. Non, effectivement, normalement, ça nous ouvre le droit, effectivement, à avoir une procédure un peu simplifiée, c'est-à-dire que le règlement européen borde le délai de la procédure d'autorisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le dossier est autorisé, ou le dossier est pas autorisé, pardon, mais le dossier est jugé recevable par les autorités, derrière le processus d'autorisation peut durer un maximum de 18 mois, sauf demande particulière des autorités qui pourraient demander une prolongation de 9 mois. Donc ça, c'est une règle qui est faite à l'échelle européenne pour aligner un petit peu toutes les procédures dans tous les États membres. Mais en fait, côté français, ça ne va pas changer grand-chose puisqu'on est déjà plus ou moins sur ces délais-là. Donc on ne va pas vraiment gagner de temps ni de facilité de procédure grâce à ce statut PIC. Merci. Il y avait une question un peu plus tôt de M. Ndérix qui était plus générale, donc je l'avais un peu réservée, qui demandait, c'est une question pertinente, à quel pourcentage de réussite du projet l'estimez-vous? Quelle chance vous donnez-vous? C'est pas une question facile, je sais bien, mais... La question facile, et je ne me lancerai pas dans un chiffre, parce que je pense qu'on sait pas, voilà, on ne va pas faire des paris là. Ce qui est important à souligner pour nous, c'est que à ce stade, on a la conviction d'une faisabilité technique sur le projet. On a entamé les échanges avec les autorités, que ce soit en Espagne et en France, pour avancer et construire effectivement les dossiers. Vous voyez que les porteurs du projet se sont mobilisés pour créer une société projet. Ce n'est pas systématique dans les opérations, et donc c'est une vraie volonté d'avancer. Et Barmar, s'il est un projet d'infrastructure, il est aussi l'un des premiers projets d'ampleur et de cette ampleur en Europe par rapport au marché de l'hydrogène. Il y a un développement important de marché de l'hydrogène. Donc, au moment de l'évolution de ce marché, de la concrétisation de ce marché, Barmar sera certainement un des premiers pas. Un peu la lecture que nous en avons. Et non, Jean, je ne donnerai pas de chiffres parce que ça me paraît être un pari. Par contre, je veux bien rebondir parce que monsieur nous posait la question tout à l'heure et j'avais réservé la réponse pour vérifier. Je devais une réponse sur la norme, effectivement sur la qualité entre guillemets ou sur la composition de l'hydrogène qui est injecté. Donc je disais qu'elle sera vérifiée par l'opérateur et nous vérifierons. Donc c'est la norme s'intitule si vous voulez la consulter, la CEN TS 17977 de 2023. Voilà. Merci. Il y avait une autre question de M. Ndérix qui faisait remarquer que la raison sociale de Barmar, de la société de projet, était plus large et comprenait aussi la commercialisation. Or, il a été présenté que Barmar ne commercialisait pas l'hydrogène. Est-ce que peut-être M. Ndérix, alors même si vous n'avez pas de micro, est-ce que dans le chat, vous pouvez nous préciser, ou est-ce que c'est dans la raison sociale de la société que vous avez vu cette information? Peut-être en attendant, préciser qu'on entend par commercialisation. Effectivement, on va commercialiser des capacités de transport. Ça, c'est le produit qui sera vendu. Oui, c'est exactement. Le projet, mais on commercialise une capacité de. Voilà. Donc, on commercialise de la place dans le tuyau. Oui, voilà, on vend pas l'hydrogène, mais on commercialise des capacités. C'est un terme, dans notre jargon, c'est un terme que l'on emploie et c'est ça qu'on entend par commercialisation. À ne pas confondre avec l'aspect commercial pur et dur de l'expéditeur qu'on a évoqué tout à l'heure. Et derrière capacité, on voit en fait le fait de transporter, ça nécessite des moyens, transporter cette molécule d'hydrogène que par contre nous ne commercialisons pas. C'est le rôle de transporteur. D'accord, merci. Donc d'où le terme commercialisation, mais qui se rapporte bien à la capacité. Et M. Ndérix précisait que c'était bien dans les statuts de la société, donc ceci explique cela. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des expressions?
Madame Mercier, allez-y. Oui, moi je voudrais dire quelque chose quand même parce que là on emploie l'hydrogène renouvelable, ça va être super et on raisonne toujours sur des coûts sans tenir compte des coûts de destruction de la planète. Et je trouve que c'est un peu regrettable en cette période où nous sommes, avec le changement climatique qu'il y a, qu'on continue à raisonner comme ça et à vouloir produire toujours plus et consommer toujours plus. Et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de réflexion à ce niveau-là. Et c'est un peu dommage. Enfin, je pense qu'on entend la remarque, Madame Mercier, et en rappelant aussi que cet hydrogène renouvelable, il est amené à réduire l'impact en termes de gaz à effet de serre pour les industries qui vont y recourir. Merci. Écoutez, si on n'a pas d'autres interventions, je me tourne vers les garants pour savoir s'ils voulaient faire un mot de clôture de ce webinaire. Madame Oui, Laruche, oui. vous avez ouvert votre micro, allez-y. C'est moi qui m'y colle. Donc, juste pour rappeler qu'effectivement, c'est le dernier webinaire, donc la dernière réunion thématique aujourd'hui, que donc l'ensemble des thèmes qui avaient été pensés ont été a priori abordés tout au long de cette concertation. Pour rappeler et répondre peut-être à Monsieur Hendrix, que effectivement le rôle de mobiliser du public, quel qu'il soit, hein, associatif, mais aussi grand public, a pour objet de permettre en amont d'aborder les différentes questions qui ont été abordées par vos questions, par vos réactions, et à un moment où les alternatives sont encore possibles, à un moment où on en est, où les projets sont pas ficelés, et donc où la marge de manœuvre pour les prendre en compte, pour finalement décider in fine si on continue et qu'est-ce qu'on modifie si on ne continue pas compte tenu des éventuelles remarques et points d'attention qui ont été mentionnés durant le débat. C'est la raison d'être finalement de cette concertation en amont qui souvent on marche sur des œufs parce qu'on ne connaît pas toutes les éléments précis du projet. Mais si on les connaissait, eh ben, souvent on ne pourrait pas y revenir. Donc on est sur cet entre-deux où on peut encore mettre sur la table l'ensemble du projet, son opportunité, ses dimensions techniques. Et c'est pour ça que ces concertations sont en amont, même si le projet lui-même n'est pas vraiment ficelé. Et on a donc une dernière réunion le 6 juillet à Fos-sur-Mer, mais entre-temps, vous avez vraiment toute la possibilité de poser des questions sur la plateforme, de faire des remarques, de proposer des cahiers d'acteurs. Alors, le maître d'ouvrage est un peu en retard pour l'instant sur la réponse, sur les réponses aux questions posées, mais ça ne saurait tarder d'être rattrapé dans la suite, hein, parce que là, il va y avoir un petit temps où l'ensemble des réponses, souvent les questions sont très pointues, donc ça demande du travail pour y répondre de manière correcte. Nous, on vise avec les garants l'ensemble des réponses et on demande parfois des compléments, ce qui fait encore plus de temps. Donc, on vous explique la manip derrière, mais c'est important de prendre ce temps-là, de contribuer, y compris par écrit, comme vous avez pu le faire tout au long de cette concertation. Et c'est vrai que lors de la réunion du 6 juillet, le maître d'ouvrage va pouvoir présenter les premiers enseignements qu'il tire de cette concertation, qui ne seront pas les finaux, puisque nous, on va produire notre bilan et qu'ensuite, ils auront à répondre à l'ensemble des remarques que nous-mêmes, on aura pu mentionner. Voilà, donc rendez-vous alors en chair et en os pour ce qui me concerne le 6 juillet, parce que là, ce coup-ci, j'aurai quitté les froidures et je serai du côté du chaud. Et je serais bien contente d'être là en présence à ce moment-là également. Voilà, merci. Merci à toutes et tous. Bonne soirée. Merci. Merci. Merci, Au revoir. bonsoir. Merci, bonne soirée.